Bonsoir tout le monde, bonsoir Nuit Debout. Nuit Debout nous rassemble ici à Toulouse, en même temps qu'ailleurs, à Paris, place de la République, et de plus en plus dans de nombreuses villes de France, mais aussi d'Europe et du monde. Ici, nous parlons de convergence de lutte, mais nous savons très bien qu'il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition des luttes. Chacune de nos luttes, chacune de nos expériences, de nos alternatives, et elles sont nombreuses. Aujourd'hui, elles sont transcendées par cet événement singulier, fragile, cet événement que nous attendions. Et on peut se demander si 1 + 1 peut être bien n'égale pas 2 quand nous parlons de convergence des luttes, mais 1 + 1, c'est bien autre chose que 2. Je voudrais revenir sur la loi travail, sur le monde de la loi travail, que nous devrions appeler plutôt la loi capitale. Ce monde qui nous assiège et face auquel nous nous levons. Ce monde est devenu un bloc compact dans lequel les catastrophes s'entrechoquent. La société se défait pendant que la nature s'épuise. La démocratie est gravement atteinte et les guerres et les conflits se multiplient. La crise et les guerres ne sont pas dans ce monde des anomalies, ce ne sont pas des erreurs de direction, mais c'est une modalité de la gestion de la catastrophe dans laquelle est entré ce monde. Nous vivons des stratégies du choc, celles que Naomi Klein avait si magnifiquement analysées, c'est-à-dire d'une oligarchie qui profite des menaces qui pèsent sur les sociétés pour imposer ses propres lois. Pour affronter ce bloc, nous avons besoin de prises solides, à partir desquelles nous pouvons défaire ce réseau dense et enchevêtré d'intérêts privés, de grands projets inutiles et imposés, de barrages, d'aéroports, d'autoroutes, d'extractivisme, d'empoisonnement clinique et de corruption généralisée. La loi travail est une de ces prises, en ce qu'elle est un élément majeur pour consolider ce bloc qui se fissure de toutes parts. Faire admettre, une fois pour toutes, que la rémunération du travail ne relève pas du droit, ne relève pas du droit du travail, et que tous nos problèmes découlent d'un coût du travail trop élevé, c'est s'assurer la soumission du travail, la soumission de la société, réduite à une ressource à optimiser. Mais pour s'assurer de notre prise, pour atteindre le moment de vacillement, c'est aussi au monde de la loi travail qu'il faut s'attaquer, et c'est ça que nous faisons dans les Nuits Debout. Cette loi ne tombe pas du ciel, elle ne vient pas non plus de l'esprit agité de quelques ministres penchés sur la carte électorale. Dès les années 2020, quelques économistes ont commencé à plancher sur l'idée d'un contrat unique du travail qui s'appellerait un contrat à durée indéterminée. Mais attention, un contrat à durée indéterminée dans lequel seraient libéralisées les possibilités de financement, seraient assouplies les possibilités de licenciement. C'est ça l'idée d'un contrat de travail unique qu'on retrouve aujourd'hui dans la loi travail. Je ne cite même pas la ministre qui en est responsable. Et je voudrais dire ici que puisque nous sommes à Toulouse, nous avons un économiste célèbre dans un certain milieu, un prix dit Nobel d'économie. En fait, ça n'existe pas. C'est un prix de la Banque de Suède. L'appellation Nobel est une appellation usurpée. Eh bien, ce prix Nobel d'économie, monsieur Jean Tirole, a obtenu le prix Nobel justement par rapport à ses travaux qu'il a réalisés sur le marché du travail, sur la nécessité de simplifier le contrat du travail, d'arriver à un contrat du travail unique dans lequel on libéraliserait les possibilités de licenciement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui montre que cette loi ne tombe pas du ciel, c'est un rapport de 2007 du Conseil d'analyse économique qui évoquait les possibilités, je cite, de déroger via des accords entre partenaires sociaux
à des dispositions du Code du travail. Je crois que d'ailleurs nous devrions abandonner collectivement ce terme de partenaires sociaux. L'oligarchie n'est pas notre partenaire parce qu'elle a fait sécession. Et bien sûr, comme chaque fois qu'il y a la stratégie du choc, on nous présente ces réformes comme des réformes faites pour les plus fragiles. La stratégie est toujours la même. On détruit un système, on crée des fragilités et ensuite on crée des lois, soi-disant des réformes, en donnant une sorte d'aumône pour les plus fragiles qui justifie la loi. C'est typiquement la stratégie du choc qui avait été en particulier théorisée par un économiste théoricien du néolibéralisme, Milton Friedman, qui avait accueilli la catastrophe, entre guillemets, naturelle, qui s'était abattue sur la Nouvelle-Orléans, en disant « cette catastrophe est extraordinaire, parce que désormais, étant donné le désastre, les gens vont accepter des réformes qu'auparavant ils n'auraient pas acceptées, en particulier la privatisation des services publics. Et nous avons assisté depuis une vingtaine d'années à cette stratégie du choc dans les services publics. On attaque les services publics, ensuite on dit « ça ne marche pas », et ensuite on fait une réforme, justement parce que ça ne marche pas, en les privatisant ou en les déstructurant totalement. Ce capitalisme dans lequel nous sommes, c'est un capitalisme de la catastrophe. Deuxième point que je voudrais évoquer, c'est au niveau de l'Europe. Juste un point au niveau de l'Europe. La Commission européenne a publié les grandes orientations de la politique économique pour 2015 et 2016. Si on regarde la loi travail en France, c'est un coupé-collé, absolument au mot près quasiment, de cette orientation de politique économique de la Commission européenne. Le problème n'est pas seulement français, il est bien européen. Si vous voulez ensuite dans le débat, j'ai le texte là, je pourrais vous le lire. Et enfin au niveau international, cette loi travail, elle s'inscrit dans un contexte de dérégulation générale, de dérégulation sociale. C'est en particulier la question du TAFTA, des accords de libre-échange que nous avons ici en Europe par rapport au Canada, par rapport aux États-Unis d'Amérique et encore d'autres pays, puisqu'il s'agit d'une harmonisation des normes, normes sociales, normes environnementales, normes politiques aussi, pour permettre la liberté de l'investissement, tout ceci pour, entre guillemets, relancer la croissance. Tout ce qui est induit dans ces dispositions, c'est que le coût du travail est décidément trop élevé et que l'essentiel de nos problèmes aujourd'hui vient de là, et donc il faut tout faire pour pouvoir le baisser. Alors je crois que ce qui nous relie, ce qui fait convergence, ici en France mais aussi ailleurs, c'est un sentiment partagé d'expropriation, c'est un sentiment de dépossession, c'est un sentiment d'une société qui produit des déchets comme ils disent. Et dans le travail, il y a beaucoup de déchets, des gens qui sont inemployables et qu'il faudrait gérer de la façon la plus optimale possible. Je disais, ce qui nous rassemble, c'est la démocratie. Et c'est ce qui se passe ici. C'est tenter de retrouver l'esprit de la démocratie. C'est ce qui s'est passé en Espagne. Le déclic, ça a été la crise immobilière. Ça a été le départ du mouvement des indignés. Aux États-Unis, ça a été la crise financière avec le mouvement Occupy Wall Street. En Turquie, parce qu'il faut parler aussi de ces endroits-là, c'est un grand projet qui visait à détruire un jardin public et tout un espace dans le centre d'Istanbul pour construire une aire commerciale et culturelle qui a été le déclic d'un mouvement démocratique. En France, c'est la question du travail. Il est vrai que là, on reconnaît aussi toute notre tradition. Mais aujourd'hui, cette tradition-là, qui est toute la tradition du 19e siècle, du 20e siècle, elle s'enrichit parce qu'il y a d'autres fissures extrêmement importantes et dont nous témoignons ici, d'autres fissures du système qui élargissent notre prise sur le système. Je dois dire que l'actualité nous donne aussi du vent dans nos ailes. Grâce à des lanceurs d'alerte, nous avons été mis au courant des Panama Papers. Cette récente actualité, elle n'a rien de fortuit. Elle nous montre clairement et à tout le monde
de manière très large, sans besoin de grandes conférences, que la classe politique et économique mondiale, l'oligarchie, sait se serrer les coudes et se rendre de bons services. Il n'y a pas de chance avec le calendrier, d'autant moins de chance que Panama n'est vraiment pas le paradis fiscal le plus important. Mais tout de même, la Société Générale a créé à Panama 979 sociétés offshore pour des clients qui ainsi peuvent se mettre à l'abri. Depuis 2014, nous savons que la Société Générale a 136 filiales dans des paradis fiscaux, pas seulement à Panama. La BNP 200, le Crédit Agricole, Banque Coopérative 159. Ces deux dernières ont été éclaboussées en 2013 par l'affaire des Offshore Leaks, qui est aussi le produit des lanceurs d'alerte. Et donc on voit par là que les banques françaises organisent industriellement l'évasion fiscale et le contournement des règles bancaires. Si maintenant je reviens au CAC 40, ce matin il y avait le chef du CAC 40 à Toulouse, 1548 filiales du CAC 40 dans les paradis fiscaux. La moitié du commerce international transite par les paradis fiscaux. Google et Total ne paient pas d'impôts dans leur pays d'origine. Si j'étudie maintenant le LuxLeaks, l'affaire avec le Luxembourg qui a été dévoilée par Antoine Deltour, que nous devons absolument collectivement soutenir, puisqu'il va passer en procès pour avoir rendu public des centaines d'accords fiscaux secrets entre des firmes transnationales et l'administration fiscale du Luxembourg. De là était sortie l'idée de rendre obligatoire la publication par les firmes transnationales de leurs activités et des impôts dans les pays où elles sont installées. Et que voit-on aujourd'hui en France? On voit le gouvernement français et M. Sapin tout faire pour que ceci reste parfaitement confidentiel. La France s'oppose aujourd'hui à cet objectif de transparence pour les firmes transnationales, pour qu'elles publient leurs activités et les impôts qu'elles payent dans les pays où elles sont installées. Et je termine avec la directive européenne sur le secret des affaires. Cette directive européenne, qui passe un petit peu à l'as, dont on ne parle pas suffisamment, organise le secret des affaires, et en particulier pour les affaires financières. Elle stipule que la charge de la preuve par rapport aux documents qui sont mis dans la sphère publique, la charge de la preuve repose sur les lanceurs d'alerte. Donc je vous exhorte vraiment à soutenir Antoine Deltour, qui risque une peine de prison pour avoir dévoilé ces accords secrets entre ces firmes transnationales et l'administration fiscale du Luxembourg. Au total, pour la France, cela fait à peu près 60 à 80 milliards d'euros qui représentent l'évasion fiscale annuelle. Pour vous donner un ordre de grandeur, le budget de l'éducation nationale, qui est le premier budget de la France, en 2016, il est de 88 milliards, pendant que entre 60 et 80 milliards échappent à l'évasion fiscale. Ce n'est pas un problème moral, simplement. Ce n'est même pas un problème moral, c'est un problème politique. C'est un problème démocratique. Par rapport à une oligarchie, je disais tout à l'heure, qui aujourd'hui a fait sécession. Ils n'habitent pas la même terre que nous. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'interlocuteur aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne revendiquons pas, parce que nous n'avons pas d'interlocuteur. Nous affirmons aujourd'hui un certain nombre de choses, et en particulier que nous voulons nous réapproprier nos existences, notre travail et notre existence. Et par rapport à tous ces délits bancaires, aujourd'hui, nous devons occuper les agences de la Société Générale. Nous devons nous réapproprier la monnaie avec les monnaies locales, avec les monnaies sociales, dont je sais qu'il est question ici. Je conclus en disant que le paradis social pour l'oligarchie, c'est le monde de la loi travail, un monde débarrassé de l'enfer fiscal et des réglementations. Ça, c'est leur monde. C'est le monde de la planète qui est transformé en terrain de jeu pour des institutions financières, pour des groupes industriels qui jouent leur va-tout sur le très court terme. Aujourd'hui, nous l'avons dit, nous n'avons pas peur. Nous ne nous cachons pas dans des paradis fiscaux. Nous occupons les places publiques et la rue avec nos manifestations.
Merci.